Nous sommes devant son Excellence, le numéro 1 du Kasaï oriental. Dans un échange assez franc, nous allons parler avec lui autour de tout ce qu'il a réalisé pendant 4 mois maintenant. Excellence, avec votre autorisation, je vous laisse la parole pour un résumé de ce que vous avez fait. Je vous en prie. J'ai en face de moi la presse représentée des autres provinces, dont la ville-province de Kinshasa, et aussi seulement du Kasaï oriental. Cette dernière constitue la force audiovisuelle de cette province que j'ai l'honneur de diriger. Bien avant que je ne retrace en grande ligne l'état actuel de ma province, ce que j'ai pu faire dans l'un ou l'autre secteur, je me dois de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant. Sans lui, nous n'allions jamais nous retrouver en ces lieux. C'est lui le maître des temps et des circonstances qui a fait de moi 36e gouverneur du Kasaï oriental. Des hommages mérités, je les adresse au président de la République, chef de l'État, pour la garantie sécuritaire qu'il ne cesse d'apporter à la population congolaise dans son ensemble. Mesdames et messieurs de la presse, l'heure est venue ce jour pour, d'une part, faire le tableau de ma prestation durant une période évaluée à plus d'un trimestre et d'autre part restituer ma mission diplomatique et de travail en Chine et les quelques-unes menées à Kinshasa. Je m'appuie sur les secteurs porteurs de croissance comme l'agriculture, l'électricité, les infrastructures routières, lesquelles, s'ils sont boostés, le développement est envisagé. L'instabilité des animateurs qui a caractérisé nos institutions a longtemps freiné l'élan du développement de la province. Le non-paiement des salaires et primes des agents de l'administration provinciale a constitué un facteur de contre-performance. À l'heure actuelle, l'exécutif provincial reste disposé à se soumettre à l'exercice du contrôle parlementaire afin que la première institution, qui est l'Assemblée provinciale, puisse jouer pleinement son rôle. Au-delà de cette dimension, j'ai associé l'Assemblée provinciale aux échanges sur toutes les questions qui touchent au développement de la province. Pour preuve, 2 membres de cette institution ont été associés à la mission effectuée en Chine pour présenter la garantie politique afin de rassurer les investisseurs sur la stabilité qui a pris l'élan dans la province du Kasaï oriental. À ce jour, j'ai amorcé la paix des agents de l'administration provinciale en faisant un rappel de plusieurs mois d'arriérés. Par rapport à la gouvernance sécuritaire, en dépit des cas d'insécurité constatés ça et là, la situation sécuritaire est relativement calme. Mon gouvernement appuie les services de sécurité dans la protection des personnes et de leurs biens. Pour ce qui est de la gouvernance judiciaire, mon équipe gouvernementale relaye en province le souci du chef de l'État pour que la justice puisse être au service de la nation. La province a participé aux travaux des États généraux de la justice et les retombées de ces assises pourront permettre de baliser la voie en vue d'une justice réellement efficace. La modernisation des infrastructures pénitentiaires, la lutte contre la corruption, la délocalisation de la prison centrale de Mbuji-Mayi et l'amélioration des conditions carcérales sont là
les défis à relever pour l'autorité provinciale. La grande action de plaidoyer auprès du pouvoir central est déjà initiée. Un site est déjà rendu disponible par la province pour la délocalisation de la prison centrale. Pour les secteurs sociaux, le gouvernement provincial se bat jour et nuit pour renforcer la capacité de desserte en eau potable et électricité. Et pour ce qui est du secteur éducatif, mon gouvernement dote dans un délai bref l'Institut Mobutu en banc, pupitre, pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Mon cabinet a initié une campagne de distribution de fournitures scolaires et de cartons de craie, couvrant une période allant au-delà de 2 trimestres pour les écoles visitées. Et là, je m'en vais féliciter tous les conseillers qui ont posé un grand geste à l'égard de ces écoliers. Des partenaires du secteur sont autant que d'autres partenaires disposés à nous accompagner. J'entreprends incessamment des travaux de construction des routes secondaires dans la ville de Mbuji-Mayi et l'entreprise soumissionnaire est déjà sur place pour ce faire. Après avoir fait un état des lieux de la situation agro-pastorale de la province qui a été suivi par le lancement de la campagne agricole 2024-2025, diverses activités ont été effectuées dans le cadre du renforcement de la production agricole dans la province. Les paysans agriculteurs de la province ont été sensibilisés sur les méfaits de l'insécurité alimentaire et ont opté pour s'engager massivement dans les activités agro-pastorales. Acquisition de 8 tracteurs venus de Kinshasa. Plus ou moins 124 tonnes de semences de diverses denrées de base, maïs, niébé, soja et riz, et 2000 mètres linéaires de boutures de manioc ont été distribués dans tous les territoires avec la participation de plusieurs organismes partenaires. Il est anticipé de cette distribution de production sur 118 000 hectares de ces diverses cultures. Le gouvernement provincial a installé 2 champs pilotes de maïs, 300 hectares en Kwadi et 100 à Benampoui. Plusieurs autres sites, Pakwalupoussa, Chitolo, Ndomba, Chinyama ont été identifiés et d'autres projets agricoles sont en cours de développement pour intensifier la production des denrées de base. Au sujet de la démolition des maisons du quartier de la Plaine, la présence du gouverneur à Kinshasa a été aussi consacrée à des actions de plaidoyer pour la situation d'indemnisation des détenteurs de parcelles concernés par l'élargissement de l'espace aéroportuaire. Ces actions ont été menées avant même la démolition. La mission de la Chine a permis de susciter des investisseurs à venir accompagner le gouvernement provincial dans l'exploitation des potentialités qu'elle regorge. Celles-ci ont été présentées et séduites à coup sûr des investisseurs chinois qui, du reste, viendront au Kasaï oriental et palperont du doigt les réalités et commenceront les réalisations des grandes envergures. En sport, le premier pas franchi par mon gouvernement, les titres de voyage octroyés à l'équipe de Sangabalende lors de son premier déplacement de la saison vers le Lubumbashi dans le cadre de la Linafoot Division 1. Et pour les équipes engagées en Linafoot Division 2, elles auront à se déplacer vers le Kasaï central et mon gouvernement va les accompagner. Je crois que d'une manière sommaire, j'ai voulu présenter cette thèse et je suis prêt à cet exercice d'échange entre vous et moi. Je vous remercie. La première question
provient de journaliste Léon Omodo. Vous avez parlé de l'agriculture priorité des priorités. C'est vrai, moi, j'ai dit et je continue à l'affirmer que je ferai de l'agriculture priorité des priorités au Kasaï oriental. Et devant les élus du peuple, je leur ai dit que je commencerai par les engins qui ont été achetés par mes prédécesseurs. Peut-être pour la petite histoire, si vous ne le savez pas, ces engins étaient achetés par mes prédécesseurs, mais dans le contrat, tous ces engins devaient être livrés ici en Mbuji-Mayi. Curieusement, quand je suis entré en fonction, il s'est posé un problème pour l'acheminement de ces engins ici en Mbuji-Mayi. Ce qu'on a toujours appelé les imprévus, les impondérables. Quand on s'est intéressé à la question, c'est que nous devions faire encore des démarches à Padé Kinshasa pour dédouaner, pour faire d'autres démarches administratives, ce qui n'était pas prévu. Ainsi, nous nous sommes dit, comme nous avions besoin de ces engins pour relancer l'agriculture, nous avons envoyé la première équipe constituée de certains membres de l'exécutif provincial et aussi de l'Assemblée provinciale pour d'abord se rendre compte si jamais ces engins sont là, présents. Puisqu'il y avait un flou qui planait à un certain moment, quand la délégation est partie, ils ont vu les engins. Certains n'étaient pas encore à Kinshasa. Et de là, un est resté, le député provincial est revenu à Mbuji-Mayi. Depuis cette période, c'est aujourd'hui, ce lundi, que celui qui est resté était toujours à Kinshasa, en train de chercher comment acheminer ce matériel ici en Mbuji-Mayi. C'est pour vous dire que je suis là et je compte sur ces engins. À ce stade, nous avons réussi à amener 8 de ces tracteurs sur 15. Et comme vous le voyez là-bas, ils n'ont pas de charrue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accessoires. C'est comme un homme qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'épouse. Comment peut-il avoir des enfants? C'est pourquoi vous les voyez, ils sont garés là-bas, en attendant que le reste de matériel nous arrive ici. Et nous avons déployé beaucoup d'efforts, nous avons dépensé beaucoup d'argent. Au moment où je vous parle, il y a un 9e qui est arrivé avant-hier, et d'autres sont encore en cours de route, et certains accessoires. C'est pour vous dire que quand quelqu'un veut construire une maison, même si l'architecte a fait un très très bon plan, s'il ne pose pas une fondation solide, tout ce qu'il fera après ne servira à rien. C'est pratiquement le travail que nous sommes en train de faire, ou bien nous avons commencé à faire depuis que nous sommes là, pour que la fondation soit solide, pour que nous puissions élever les murs et construire la véritable maison qui est le Kasaï oriental. Donc, c'est un processus. Je continue à dire que l'agriculture sera ma priorité dans mon mandat. Et je le ferai. Alors, comme ces gens ont traîné à Kinshasa, nous ne nous sommes pas limités là-bas. Nous nous sommes débrouillés avec les moyens de bord. Si vous m'avez très bien suivi, j'ai dit que nous avons réalisé 300 hectares en Kwadi et nous avons réalisé 100 du côté de Benampoui. C'est pour vous dire que nous avons la volonté de faire grand, mais nous comptons réellement sur ce que nous avons comme moyen. Comme qui dirait, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Mais nous continuons à vous dire que nous ferons de l'agriculture priorité des priorités. C'est pourquoi vous avez vu derrière, vous avez écrit tout. Développer le Kasaï oriental, c'est possible car nous en avons la volonté.
La deuxième question porte sur le voyage que je dois effectuer à Kalemi via Lubumbashi dans le cadre de la conférence des gouverneurs. Dans cette conférence, chaque gouverneur va exposer les problèmes de sa province. Donc, nous avons déjà envoyé d'abord notre état des lieux et aussi il y a des recommandations. Mais la situation de mon province, vous n'êtes pas des étrangers, vous tous, vous la connaissez très bien. C'est cet état des lieux que nous allons présenter. Le problème des routes se pose avec acuité. L'électricité, c'est encore un problème. Même si tout B2B est en train de servir les 3 mégas, nous avons encore des problèmes. Tchala a des problèmes jusque-là. Sur ce site, il y a 2 entreprises qui sont en train de se disputer. Il y a Seco d'une part, il y a Matiland de l'autre. Nous devons aussi voir clair de ce côté-là. Donc c'est autant de problèmes comme ça que nous allons présenter comme état des lieux dans ce cadre que vous connaissez aussi, que vous n'ignorez pas. Monsieur Eli Gamounang, vous avez dit que bien que j'ai proclamé l'agriculture priorité de priorité, mais je n'ai pas fait mention de la pêche et de l'élevage. Je crois que quand on parle de l'agriculture d'une manière générale, tous ces aspects ne sont pas oubliés, ne sont pas négligés. Mais nous ne pouvons pas faire le tout à la fois. On programme selon l'importance et selon les besoins que nous avons. C'est vrai que pour le moment, nous avons commencé par la priorité, c'est-à-dire l'agriculture. Pas l'agriculture comme nous le faisons dans les temps. C'est-à-dire une houe. Quelqu'un part le matin, avec une vous ne pouvez pas réaliser une grande étendue, une grande superficie. Mais nous sommes conscients que l'élevage, la pisciculture, nous devons y aller, mais nous y allons progressivement. Oui. S'il vous plaît, je ne suis pas au courant qu'il y a une enveloppe des conseillers municipaux du Kasaï oriental envoyée dans ma province. Ça, je vous le dis. Je ne sais pas ce que vous avez dit que Madame la Première ministre a déclaré qu'on a envoyé dans toutes les provinces et par ton pays. Je n'ai pas cette information et je ne suis pas au courant. Tout ce que je sais, qu'il y avait un message du VP recommandant tous les gouverneurs de pouvoir tirer sur les taxes d'intérêt commun et aussi dans le cas des ETD pour pouvoir payer les conseillers municipaux. Oui. Jean-Marcel pose la question à propos de la cimenterie pour laquelle nous avions déjà posé la première pierre. Monsieur Jean-Marcel, je crois qu'un investissement, c'est toujours des préalables. Bon, c'est peut-être une manière qu'ils ont adopté que nous pouvions déjà poser la pierre et le reste suivra. Ça, ce sont eux dans leur organisation. J'ai échangé réellement avec les responsables. Ils m'ont rassuré qu'ils viendront travailler et qu'ils sont en train de monter l'usine ailleurs pour la mener ici d'ici décembre. Mais il y a aussi des problèmes. Puisque cette cimenterie, pour qu'elle fonctionne, il faut que nous ayons de l'énergie électrique stable. Et pour le moment, la seule infrastructure que nous avons en matière d'énergie, ou bien le barrage hydroélectrique que nous avons, c'est Tchala, qui aujourd'hui, vous connaissez très bien, a des problèmes très très sérieux. Et aussi, avec la cacophonie qui mène à la MIBA à la tête, rien ne marche de ce côté-là. C'est ainsi qu'ils m'ont dit, nous allons commencer avec l'énergie photovoltaïque, donc nous allons commencer avec la petite production. Ce que nous aurons de cette production nous aidera à pouvoir travailler sur le bilan, c'est-à-dire sur Tchala. Et pour moi, je ne voudrais pas anticiper les choses, j'ai trouvé tout simplement, prochainement, nous allons échanger franchement avec les dirigeants de l'AMIBA.
tout ce que nous pouvons faire en province, nous pouvons faire très bien les champs. Mais à la fin, nous devons transformer. Pour transformer, nous avons besoin de l'énergie. Mais l'énergie, l'ossature est là, les infractions, l'installation est là à Tchada. Mais jusqu'aujourd'hui, toutes les 12 machines sont à l'arrêt. Ce qu'ils font pour le moment, c'est du bricolage avec une machine. L'entreprise Seco est là depuis plus de 6 mois, ils n'ont rien fait. Matiland est là, ils sont allés chercher la levée de fonds. Et nous devons inviter les dirigeants de l'AMIBA pour pouvoir discuter par rapport à la relance de ce barrage. Nous avons besoin de partenaires sérieux, pas le théâtre qu'ils sont en train de faire. Et nous allons nous y investir. C'est pour vous dire que le dernier échange que j'ai eu avec les responsables de la cimenterie, ils vont amener l'usine, ils vont commencer la production à petite échelle pour pouvoir commencer les travaux sur Tchada. Jean-Baptiste Kabeya voudrait savoir le coût de notre voyage en Chine. Et si jamais ce coût est plus que le coût des investissements, quels sont, je crois, les secteurs prioritaires, c'est ça? Ok? Le coût, est-ce que les investissements surpassent? Merci. Je crois que toute l'opinion sait que au mois d'août, il y a eu un grand forum qui a été organisé ici, dans la province du Kasaï oriental. Les travaux préparatoires avaient commencé à Kinshasa et moi-même j'étais le porte-parole de tout le gouverneur de l'espace Grand Kasaï. Nous avions préparé ce forum et vous-même, vous étiez témoin, combien de compatriotes chinois étaient venus ici. L'ambassadeur chinois, Zobin, était ici. Le ministre de Mines, le ministre de l'Industrie, il y avait une très forte délégation, même ceux qui sont venus de l'extérieur. Savez-vous combien cela a coûté? Et c'est dans ce cadre que nous avons effectué les déplacements en Chine sur invitation de nos compatriotes chinois. Puisque vous parlez d'un coût. Le voyage de 6 personnes, 8, peut-il dépasser le coût d'investissement même d'une petite rue? Vous n'êtes pas sans ignorer qu'une route pour l'asphalter, ça demande combien? Allons même plus bas, même le forage auquel vous avez fait allusion ici. C'est pour vous dire que ce qui importe, ce n'est pas le coût de voyage, ce qui importe, ce sont les retombées. Investir dans un secteur, ce n'est pas une mince affaire. Posez-vous seulement des questions dans vos foyers. Vous savez faire des petits calculs. Combien vous pouvez dépenser juste à manger pour un mois? C'est une question que les gens se posent. Peut-être ils ne savent pas que le forum qui a été organisé ici a consommé beaucoup d'argent. Faire un voyage en Chine, peut-être que les gens pensent que c'est quelque chose qui ne pouvait pas exister. Non, c'est la volonté. On peut dépenser, c'est comme je vous ai dit ici, que si vous voulez construire, d'abord, cherchez à mettre une fondation solide. Le voyage de la Chine n'a rien coûté par rapport aux investissements. Ça, je vous le dis. D'ailleurs, celui que j'ai reçu hier, celui-là c'est un ami. Hein? Il y a un Chinois que vous avez vu ici. Ce qu'il a vu, le voyage seulement qu'il a effectué, puisque lui habite à Yiyu. Yiyu, c'est à 300 km de Guangzhou. Rien que ce qu'il veut mettre à la disposition de la province après avoir visité, puisqu'il continue encore, c'est plus que ce que nous avons dépensé. D'autant plus que
Si les titres de voyage pouvaient être à la charge de la province, mais nous avons été pris en charge du premier jour jusqu'au dernier jour, puisque nous étions invités. C'est pour vous dire que les coûts du voyage ne représentent absolument rien par rapport aux investissements dont nous serons bénéficiaires à l'avenir dans notre province du Kasaï oriental. Il y a une deuxième question, c'est par rapport... Oui, ce sont des questions que les gens se posent toujours. Je sais que nous étions très mal habitués dans notre province, où l'exécutif et l'organe délibérant vivaient en chien et chat. Les 5 ans passés, c'était l'exercice auquel nous étions déjà habitués. Motion, celui-ci ne fait rien, celui-là ne fait rien. Mais je crois que ce qui prime en tout ça, c'est l'intérêt de la province et de la population kassaïenne et aussi le bien-être. La question du développement, ce n'est pas seulement une question de l'exécutif provincial. La question du développement intéresse tout le monde. Est-ce qu'on peut prendre dans la démocratie un président de l'Assemblée provinciale pour le mettre dans une poche pour avoir effectué un voyage? Il a les prérogatives qu'il connaît très bien. Il a le règlement d'ordre intérieur. Et il doit suivre cela à la loupe. Nous avons effectué un voyage, je l'ai dit dans mon speech. C'était une garantie politique que nous devions normalement donner à nos investisseurs chinois. Parce que quand nous travaillons, il y a toujours l'exécutif d'un côté et il y a l'organe délibérant de l'autre. C'est ainsi que ce voyage, il fallait que nous ayons pour que, quand il pose la question, puisque nous ne pouvons rien faire sans l'aval de l'Assemblée provinciale, il fallait qu'il soit présent pour leur dire que non, ce que l'exécutif fait, nous aussi, nous savons, et voilà comment nous allons travailler ensemble. Puisque nous ne travaillons pas pour nos propres intérêts, c'est pour l'intérêt de toute la province du Kasaï oriental. Et ce que nous avons comme visée, c'est le bien-être de la population. C'est-à-dire, si nous ne travaillons pas très bien, et l'exécutif provincial et l'organe délibérant, nous serons désavoués un jour par la population. Puisque tous, nous avons des comptes à rendre à la population et non aux élèves qui actuellement ont pris l'inscription à l'université des réseaux sociaux. De telles informations, vous voyez, on a mis le président de l'Assemblée dans la poche. Dites-leur que tous sont au service de la province, ils ont des comptes à rendre à la population. Donc c'est vraiment un argumentaire qui ne tient pas debout. Ou quelqu'un dit non, le gouverneur a mis le président de l'Assemblée dans sa poche, puisque vous étiez habitués à des guéguerres, à des jeux de ping-pong. L'Assemblée dit ceci, l'exécutif dit cela. Non. Nous ne sommes pas dans un match de football ou dans un stade où il y a des acteurs d'un côté et les spectateurs des autres. Nous sommes tous acteurs. Et l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Merci. Madame Tertia Kabedi pose la question des forages. D'abord, même si nous avons évoqué le forage dans notre programme, est-ce qu'au XXIe siècle, nous pouvons parler de forage dans la ville? Nous voyons plus loin. Ce sont des choses secondaires qu'on pourrait placer dans des coins reculés. Nous voulons que nous ayons l'énergie stable. Il y a un travail qui est fait par prise pour que nous ayons de l'eau en abondance dans nos robinets. Le forage, ce n'est pas prioritaire. Parce que nous voulons que maintenant, là, quand le travail va se faire, nous voulons faire pression. Que Tchala fonctionne normalement pour que nous ayons du courant. C'est vrai, nous n'avons pas mal fait de parler de forage. C'est un programme. Nous allons le respecter selon ce que nous avons priorisé. Je crois que en Chine, pour la plupart des entreprises fonctionnent avec l'État. Peut-être ici, ça, c'est le régime communiste. Hein? Ce n'est pas ici chez nous, tout le monde se réveille le matin et fait n'importe quoi. Tous ceux qui travaillent, ils ont l'aval du gouvernement et de l'État chinois. C'est l'État chinois qui s'occupe de tout. Quand ils ont produit, ils affectent même les commissionnaires qui doivent contacter les différentes personnes intéressées. Puisqu'ils en ont produit, en plus, ils voudraient
chercher les débouchés ailleurs. Les entreprises et les entrepreneurs que nous avons contactés en Chine travaillent d'abord avec l'État. Donc c'est pour vous dire que c'est l'État chinois qui est au centre de tout. Parce qu'avant notre départ, nous avons eu des entretiens avec l'ambassadeur chinois. Voilà là où tout est officiel. C'est l'ambassadeur chinois qui a donné des orientations. Et à part ce que nous avons fait avec lui, il a contacté notre ambassadeur en Chine. Et là, nous avons travaillé avec lui et nous avons, partout où nous sommes allés, nous étions accompagnés de 2 diplomates, c'est-à-dire 2 agents de notre ambassade. Dans toutes les provinces où nous sommes allés, c'est que nous étions suivis et à Kinshasa et même en Chine. Donc, tous les industriels que nous avons rencontrés, ils travaillent avec l'État chinois. Les entreprises, je parle par exemple de l'entreprise Simok, que nous avons rencontrée dans la province de Luang, parce que l'ambassadeur chinois a insisté pour que nous puissions visiter cette province qui a des similitudes avec la province du Kasaï oriental, parce que de par sa position géographique, elle est au centre de la Chine et produit aussi cette élection chez nous. C'est sur recommandation de l'ambassadeur chinois, puisque cette entreprise, c'est elle qui s'occupe de Tengue Funguru Mining à Kolwezi. Cette entreprise fonctionne encore au Brésil. Et c'est avec cette entreprise, nous avons vu qu'avec le temps, qu'elles viennent aussi s'installer ici chez nous. Donc, toutes ces entreprises chinoises travaillent avec l'État chinois. C'est pour vous dire que tout ce que nous avons fait est officiel. Le coût exorbitant des Tubidi. Oui, je crois qu'avant que je ne voyage, c'est là où il y avait une facture de 400 000 ou quoi qui avait prêtement circulé dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas restés indifférents. J'avais instruit au ministre des hydrauliques, le ministre du plan, budget et hydraulique avait convoqué à son temps le directeur provincial de la SNEL. Et si vous suiviez de plus près ces dossiers, il a demandé à tous ceux qui ont constaté que leur facture était exorbitante de pouvoir passer à la direction de la SNEL. Nombreux sont passés, je ne sais pas si vous êtes informés. Et de l'entretemps, nous ne sommes pas limités par là. Comme nous sommes rentrés, nous allons devoir inviter ceux qui ont donné ce courant, c'est-à-dire les responsables de la SACIM, avec le DP de la SNEL. Nous allons devoir débattre et voir dans quelle mesure décanter cette situation. Nous suivons cela de plus près. Monsieur Placide pose le problème de Ravin. Chimbui, c'est ça? Oui, je crois que les travaux ont commencé à un certain moment et les travaux n'ont plus évolué. Nous sommes sur le dossier. Je crois qu'il s'est posé un problème de finances. On doit décaisser les fonds pour continuer ces travaux. Vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? On peut entreprendre quelque chose, mais il y a toujours des intermédiaires. Quand les intermédiaires arrivent, et quelque part, ça cloche toujours. Nous sommes sur le dossier, nous sommes en train de suivre. Je crois que bientôt, là, ces travaux vont reprendre quand il y aura un financement. Voilà. Vous posez une question intéressante. Combien d'écoles le gouvernement provincial doit construire pour épauler les chefs de l'État dans le cadre de la gratuité de l'enseignement? Une question comme celle-là. J'ai un mandat de 5 ans. Que je vous dise aujourd'hui que je vais construire 500 écoles dans chaque commune. Je dis que je construirai des écoles. Je construirai des écoles pour épauler les chefs de l'État dans le cadre de la gratuité. Mais je ne vous dirai pas aujourd'hui, je construirai 500. J'en construirai tant que nous aurons des moyens pour pouvoir les construire. Entre-temps, vous savez qu'il y a une école qui avait commencé, on appelle l'Institut Mobutu. Oui. Nous devons commencer d'abord par ceux qui à un certain moment ne savent pas étudier. Et le reste, on va suivre. Nous les construirons. Mais je ne vous dirai pas que je vais en faire 10, 2, 500. Non.
Sachez très bien que chaque fois que nous aurons à inaugurer une école qu'on aura construite, vous serez là comme journaliste. Ma première question, vous avez abordé le volet agriculture. Olivier Diango, Espoir Plus, média en ligne. Nkwadi a été à sa genèse un projet prometteur et porteur d'espoir pour le peuple kassaïen. Dommage que le résultat n'ait pas été à la hauteur des attentes. Vous mentionnez dans vos discours avoir travaillé sur 300 hectares en Nkwadi. Alors qu'en Nkwadi, le projet qui était à l'arrêt puisque ATA, l'agenda des transformations agricoles, n'avait plus de financement, ils avaient suspendu leurs travaux. Et récemment, ils ont eu près de 6 millions de dollars pour la relance de leurs activités. Alors que vous travaillez déjà sur le terrain d'Nkwadi. La question se pose, que prévoit le gouvernement de Jean-Paul Mbouébé Kapo pour l'avenir de ce projet, soulignons-le, le projet présidentiel qui malheureusement patauge. Ma deuxième question. Nous parlons du même dossier, l'expropriation de parcelles environnant l'aéroport de Bipemba. Vous dites dans votre propos avoir eu des plaidoyers avant même le début de la démolition. Ce sont vos mots. Pour que cela ne ressemble pas à un argument purgatoire, en quoi consistait concrètement votre plaidoyer et vous l'aviez adressé à qui concrètement? Merci. Olivier Diango parle du projet Nkwadi. Monsieur Olivier Diango, où est-ce que vous avez tiré l'information selon laquelle le projet Nkwadi a reçu 6 millions de dollars cette année? Et si ils ont reçu 6 millions de dollars pour relancer Nkwadi, je crois que vous avez intérêt à aller poser la question et nous allons inviter le parquet pour aller s'enquérir de cette situation. Je crois, si la province a pris la résolution d'aller travailler sur Nkwadi, puisque nous avions constaté qu'il n'y avait pas d'activité cette année. Nous avions même échangé avec le ministre national de l'Agriculture et c'est lui-même qui a dit que nous devons travailler sur ce terrain et à l'avenir, nous allons récupérer le tout. Je n'ai pas cette information, c'est pourquoi vous avez vu que nous avons pris ce terrain pour pouvoir exploiter. On pouvait aller plus loin, mais je crois que nous le ferons avec le temps. Non, je crois que pour la démolition, je l'ai dit, oui, mon plaidoyer, c'est que nos frères soient indemnisés sur la valeur de leur maison, ce qui n'a pas été fait dans le temps. Et nous continuons à le faire. Puisqu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens écrire, oh, il a pris un arrêté à la hâte, oh, il a fait ceci, cela. Non. Nous avons eu des échanges préalables avec tous les syndicalistes. Nous avons échangé avec eux plusieurs fois. Et je leur ai dit que moi, comme autorité politique, je dois exécuter ma mission. Le ministre des Transports, même à la présidence de la République, on a besoin de cet ouvrage et la population même en a besoin. Donc, nous devions passer à l'acte, mais continuer le plaidoyer. Mais pour le moment, vous avez vu qu'il y a des résultats. Certains ont même dit, maintenant là, l'exécutif provincial a bouffé l'argent. Ils ont fait ceci. Maintenant, ce sont les syndicats et la présidence de la République. Oh, les syndicats ici et la présidence de la République coopèrent. Est-ce que vous avez déjà vu ça où? On démolit et le lendemain, on commence à mettre les piquets aux mains des tôles. Vous dites que les chefs de l'État n'étaient pas informés. Est-ce que nous sommes obligés de dire à tout le monde ce que les chefs de l'État voudraient pour cet aéroport? Mais vous êtes des journalistes, vous devez comprendre certaines choses. Vous ne pouvez pas relayer n'importe quoi. Quelqu'un assis dans sa petite maison là, dire que t'es tout, bingé au Foumoaditung. Foumoaditung, c'est un chef. C'est une autorité. Il a des mécanismes pour avoir l'information et pour traiter certaines informations. Ce que nous avons envisagé, c'est faire de sorte que nous ne puissions pas manquer cet ouvrage après 2 ans que l'entreprise soit là avec tout le matériel. Laissez-moi vous dire que nous avons besoin de cet ouvrage.
Parce qu'ailleurs, il y a des gens qui sont allés plus loin. Ça fait même honte. Quand vous dites que nous avons des aéroports dans notre pays, permettez-moi, je ne voudrais pas aller loin, mais je dis vous sincèrement que nous devons tout faire pour que nous ayons cet ouvrage chez nous. C'est très important.